Et donc quand je suis parti faire mon service militaire, dans ma tête, il est clair que la France était en train de se ramasser. Les sous-ofs qui rentraient du Vietnam, ils avaient été foutus à la porte du Vietnam par les Viet Cong. Et il n'y a pas pire honte pour un militaire que de se faire éjecter de cette façon. En Algérie, leur parole c'était « on a buté du Viet ». On a tué des Viet Cong, donc on a tué des Vietnamiens. On vient se faire du fel. C'est les Algériens. Moi, la photo d'identité, quelque part, je m'en foutais. C'était pas ce que j'avais dans la tête, moi. J'avais dans la tête de faire des portraits pour rendre compte de la dignité et de la qualité de ces gens que j'avais en face de moi, en opposition avec tous les discours que je pouvais entendre, tous les discours racistes. Chacun qui regarde une photo n'y voit que ce qu'il a dans la tête, lui. Le commandant qui n'avait dans l'esprit que la gloire de la France et les victoires de la France ne voyait dans les photos que je faisais que ça. L'héritage colonial français. Ce documentaire nous plonge dans l'histoire franco-algérienne. En 1834, la France annexe l'Algérie. Les autochtones algériens deviennent des sujets de la France. Entre 1848 et 1902, l'Algérie devient un département français. À Marseille, quand on dit « je m'appelle un tel », on dit toujours « tu viens d'où » ? Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des origines andalouses, gitanes et algériennes. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, quoi. Et du côté de mon père, ils sont tous nés en Algérie depuis 4 ou 5 générations. Du côté de ma mère, ma mère est la première née en Algérie, mais elle vient d'Espagne, quoi. C'est des républicains espagnols. On vient d'un village qui est dans la province d'Almeria, qui s'appelle Lucainén en las Torres, qui est à quelques kilomètres, à 50 km d'Almeria. Et en fait, ma famille vivait là et vendait des chevaux. C'est vendeur de chevaux. Voilà. Et en fait, ils ferraient les chevaux et ils domptaient les chevaux. Et en fait, avant, on les laissait pas. Dans les villes d'Espagne, il y avait la Guardia Civile et tout ça qui les laissait pas rentrer dans le village. Donc ils vivaient dans un hameau à côté de... Oui, ils étaient en périphérie, voilà, en banlieue, voilà. en banlieue comme on dit. Pour faire la forge, ils vivaient en périphérie. En fait, de ce hameau, on est tous cousins. Donc en fait, de ce hameau, quand il y a eu la fin des mines, ça je parle à la fin du 19e siècle, la fin des mines, ils sont tous partis travailler en Algérie pour travailler chez dans des grandes fermes et ils faisaient le même travail. Ah, tu veux mon nom, c'est ça en gros. Alors moi je m'appelle Téti, de mon nom d'épouse. Mon nom de jeune fille c'est Madzela, avec 2 Z, E, 2 L, A. Madzela. Madzela, voilà. Comme tu le dis, ça fait un accent un peu italien. Voilà, exactement. Donc, je serais plutôt au niveau des origines du côté de Naples, tu vois, le bas. Donc tu peux me dire jusqu'à quel âge tu es resté à Alger? Tu as des souvenirs de... À 13 ans. Ah, tu es jusqu'à 13 ans, non? Oui. J'étais au collège
De Ben Omar, justement. À 13 ans, quand on était au collège, il faut dire ce qui est, on était mélangés quand même. Hein. On était avec des musulmanes, etc. À l'époque, ces musulmans, tu ne faisais même pas les Algériens? À l'époque? Ben, c'est-à-dire que non, pour nous, on était algériennes. Hein. Oui. Voilà. Alors la différence avec eux, c'était que c'était la religion, c'est tout. Mais enfin, bon, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Parce que, bon, quand il y avait l'Aïd, ben, on nous filait du couscous, on avait des bons moments. Figure-toi qu'à cette époque-là, on avait une télé, nous. Oui, on avait la première télé. Quelles années c'était à peu près? Ça devait être 60, 61, parce qu'on est parti en 62. Hein. Et donc, ils faisaient le ramadan, ils venaient regarder la télé. Et on regardait des films égyptiens. Tu sais, tu les voyais en scooter, qui étaient là, ils chantaient et tout. C'était des super films. J'aime bien cette idée-là, qu'à chaque fois tu précises d'où tu viens. Ben parce que ici, il n'y a personne qui est d'ici. Et en fait, on s'en fout d'être ici. On sait d'où on vient, mais on sait pourquoi on est ici. Et du coup, nos présentations, elles font valeur de ce qu'on représente. Donc quand on fait valeur de ce qu'on représente, c'est pour entendre l'autre te dire aussi d'où il vient et pour échanger. L'Algérie, c'est l'Algérie, Oran. Ouais. Ça évoque quoi pour toi? Alors là, ça évoque toute mon enfance, toute mon histoire en fait. Ben, d'abord parce qu'on est... Tu es né là-bas? Non, malheureusement. Je dis malheureusement parce que j'ai eu la chance d'avoir une tante algérienne, donc j'ai été en Algérie. Parce que le frère de mon père, c'est un hasard, s'est marié avec une femme algérienne, Ben Hel. Et du coup, mais ma mère ne se connaissait pas, enfin ça n'a rien à voir. Et ma mère a rencontré mon père en Algérie avant 62. Et mes grands-parents étaient en Algérie depuis très très longtemps. Mon grand-père était un ouvrier qui travaillait dans une usine de tracteurs à Oran. Et ils avaient un petit cabanon à Arzeux à côté. Ça c'est un reproche que mes parents font aux Français, c'est qu'on ne leur a pas appris l'histoire de leur pays. Pas assez. C'est-à-dire de l'Algérie. On leur apprenait l'histoire de la France, et en fait l'histoire de leur pays, le pays où ils étaient nés, on leur racontait l'histoire de France. Ce qui les intéresse, c'est l'histoire de l'Algérie, les influences romaines, les Turcs, les Espagnols. Rien ne va plus. Depuis son annexion, en 1834, les inégalités, les souffrances, les douleurs ne sont plus supportables pour les autochtones. Le 8 mai 1945, les manifestations de Sétif, Guelma et Kerata marquent un tournant irréconciliable. Une répression militaire exécute, selon les sources, de 20 000 à 45 000 opposants au régime colonial. En 1954, les cellules de résistance sont rassemblées par le FLN, la résistance algérienne, entre en guerre. Le département de l'époque français qui s'appelait Sétif, et mon père habitait dans son bled. Oui, il était sur le territoire du département de Sétif. Qu'est-ce qui s'est passé à Sétif? Il y a eu un massacre très important de population par l'armée française. Et c'était nous on fête le 8 mai 1945 en France pour la libération de la France, et là-bas ils commémorent l'assassinat de villageois, de machin, d'une grande partie de la population. Moi j'étais jeune, j'avais 6 ans, mais 56 c'est comme il y a le... 58, pardon, il y a l'explosion de la raffinerie, hein, du dépôt pétrolier à Moropian. Et là on dit souvent c'est un moment marquant où la guerre d'Algérie s'invite en France. C'est un des premiers moments où la guerre, vraiment, s'est matérialisée en France. Déjà, on a vu débarquer des militaires. Hein. Ça change tout, ça. On savait que c'était la guerre. Hein.
On les a vus arriver, des jeunes, des contingents. Moi, mon père, de temps en temps, le dimanche, il a invité des militaires. On fait le café ou il mangeait le midi ou quoi que ce soit. Moi, je me souviens de mon père, j'étais jeune, donc il disait, oh, là-bas, ça brûle. Il faisait des... Sans plus. Ouais. C'était tout à l'intérieur de la tête, quoi. Mais ça voulait dire beaucoup de choses. Ah bah oui. Les rumeurs disent qu'à l'époque, c'est des acteurs du territoire qui ont fait sauter ça. Est-ce que tu as eu cet écho aussi? Je veux dire une chose, c'est que c'est jamais allé plus loin que... Mon père était un des responsables régionaux du FLN. Ah, évidemment, tu vois, les flics qui arrivent chez toi tous les 3 mois. Oui. Et puis bon, mon père a fait pas mal de prison à cette époque-là aussi. Il a été incarcéré pour ça? Oui, souvent. Ouais. Incarcéré, isolé, transféré dans les camps sur le Larzac, on ne savait même pas où il habitait. Hein. Mais là, par exemple, c'était le département France. C'était la 7e wilaya qui était en charge de récolter l'argent, les cotisations obligatoires. Là, tu parles de l'organisation de la résistance algérienne. Comment elle était constituée? Organisation secrète, du mot OS. Mon père, il a été prisonnier à notre fameux monument, enfin, notre site historique qui est classé, c'est le Château d'If. Il a été prisonnier au Château d'If. Et puis de là-bas, après, on l'a affecté donc au camp de concentration du Larzac. Ton père et ta mère, ils étaient dans le même camp ou il n'y avait que ton père à Larzac? Non, ma mère n'était pas dans le camp parce que là, ça aurait été dramatique d'emprisonner les femmes, mais les femmes n'étaient pas emprisonnées. En prison, oui, mais peut-être, il y en a même beaucoup qui ont été emprisonnés, incarcérés, parce qu'elles faisaient partie des mouvements, on va dire, d'indépendance. Mais en prison, oui, les Baumettes, beaucoup de prisons de France, mais les camps de concentration, c'était surtout pour les hommes. On avait vu un mort qui était dans le caniveau, tu vois, alors on était vite passé, hein, mais bon, tu l'avais vu quand même, ce mort. Il y a eu un problème, on nous a tiré dessus. Alors ça a été quand même un gros truc. Et puis après, on a déménagé, bien sûr. Et on est allé dans une grande cité, ça a été le truc... Toujours en Algérie? Toujours en Algérie, je crois que ça s'appelait El Biar, quelque chose comme ça. Alors c'était des immeubles et c'était, a priori, c'était gardé par l'OAS. Tu vois, il y avait des trucs qui étaient entourés par l'OAS. On s'apprêtait à partir. Je te dis, ma soeur, elle s'effondrait pour un oui, pour un non, elle pleurait et tout. Ce qui fait, elle venait juste de se marier. Et son mari, donc il nous cherchait des places pour partir sur un bateau parce que personne n'est venu nous chercher. Hein. Il faut dire les choses telles que. On était de la racaille, nous. Hein. On ne nous a pas envoyé un bateau pour nous réexpatrier dans la patrie, pas du tout. Hein. J'espérais peut-être qu'on aille, moi, à Naples, l'autre en Espagne. Mais bon, on parlait que français, on avait des cartes d'identité, donc la seule chose qu'on a trouvé à faire, c'était de rentrer. Hein. L'indépendance en gestation. L'indépendance se négocie entre l'État français et le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Les enjeux de la négociation sont accord sur un cessez-le-feu, le statut de la migration européenne d'Algérie, les essais nucléaires français et les biens militaires. Les accords d'Évian sont signés le 5 juillet 1962. L'Algérie est indépendante. Pour l'État français, les événements d'Algérie.
pour l'État algérien naissant, la guerre d'Algérie. Le bilan de cette tragédie est estimé, selon les sources, de 140 000 à 1 500 000 morts. Bon, ça fera 60 ans cette année, comme tu le sais, Ali, hein, puisque voilà. Et 60 ans puis de quoi 60 ans d'incompréhension, moi j'ai envie de te dire, Ali, hein, très sincèrement. Et quand on compare au conflit, enfin, à la Deuxième Guerre mondiale, où on était quand même dans une relation avec l'Allemagne, enfin, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, où 60 ans après, les rapports étaient apaisés. Et quand on fait le parallèle avec le conflit franco-algérien, ou notamment la guerre d'Algérie, 60 ans après, il y a encore des stigmates. Tu l'as vécu, l'indépendance. En Algérie, on sait qu'il y a eu la fête, tout ça. Oui, on a mis le costume et tout. Ici, on a fait faire le costume, on a fait faire le drapeau. Ici Oui, à la Sardine. J'habitais moi au bidonville. On avait le drapeau que la voisine, une Espagnole, qui avait une machine à coudre à l'époque, nous avait fait un drapeau de 2,50 m de long sur 1,20 m de large. Moi, je suis né avant l'indépendance, donc c'est dans le sang. Et comme ma famille, c'était du FLN, donc 62, je l'ai vécu, je me souviens, j'étais petit, mais ça me reste quelques souvenirs en Algérie. Si tu l'as vécu où? À Alger. À Alger, parce que je suis né à la Casbah. Donc, je me souviens quand il y avait tout le temps les fêtes. Je me souviens courir, tout le temps courir. Et je ne savais pas qu'on faisait, c'était l'indépendance. C'était difficile pour nous de ne pas avoir aussi les douleurs des autres rapatriés, des pieds noirs. Eux aussi ont été trompés par un système colonial. Complètement, complètement. Ils sont partis dans des conditions, je le rappelle, hein, pour ceux qui ont jusqu'à la dernière minute essayé, et on le comprend, je veux dire, ça peut que se comprendre. Ils ont construit leur vie là-bas, c'était toute leur vie, ils n'ont connu que l'Algérie. Pour certaines familles, ils n'ont connu que l'Algérie. C'est comme nous ici, quoi. Voilà, exactement. C'est comme si demain on nous disait, voilà, mais tu te rends compte, on en a la troisième génération, 130 ans de vie commune. Effectivement, on était sur au moins 4 voire 5 générations dans certaines familles. Donc jusqu'au dernier moment, pour certaines familles, elles se sont dit, c'est pas possible, on va pas partir, on va pas quitter l'Algérie comme ça va s'arranger. Il s'est passé quelque chose, parce que chaque personne que je rencontre qui est pied noir, il y a comme une communauté qui s'est recréée où les gens pieds noirs rentraient en lien les uns les autres pour recréer du sens à leur venue ici et se sentir moins déracinés. Et se sécuriser surtout. Par rapport au fait d'avoir quitté un pays qui leur était commun. À l'époque, il y avait le mot le plus terrible qu'on peut dire à quelqu'un de la famille, c'est quand on lui dit tu es harki. D'accord? Et le fait que tu aies une nationalité française, tu conserves la nationalité française, c'est-à-dire tu restes harki, on t'identifie comme harki. C'était comme ça. Et comme à l'époque, il y avait encore des règlements de compte. Donc un petit peu, tu pouvais, c'est-à-dire ça pouvait porter atteinte à ta vie. Les héritiers marseillais. La décolonisation et l'indépendance algérienne bouleversent les rapports entre l'Algérie, la France, Marseille. De 1962 à 1970, notre ville passe de 200 000 à 800 000 habitants. Expatriés, rapatriés d'Algérie, harkis, français, algériens d'hier, marseillais au lendemain. 1962, 2022, 60 ans. 1, 2, 3 générations après, le récit se poursuit. Marseille, trait d'union. Si je te dis le 5 juillet pour toi, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance après une guerre de plusieurs années. Et enfin un peuple qui s'est soulevé et qui a réussi à retrouver son indépendance et sa liberté. Donc toi, tu es né où? En Algérie. Je suis née en février française. Et en juillet, le 5 juillet, je me suis retrouvée sans avoir rien demandé, j'avais pas 5 mois, française, algérienne à nouveau. Du coup, donc, tu as fait un aller-retour en l'espace de combien de temps? En l'espace de février à juillet, donc on va dire 4 mois, en 4 mois. Est-ce que ça implique quelque chose? Ça implique l'amour des deux et la haine des deux, je crois.
Je pense que c'est ça qui a mûri en moi. Et faire taire la haine pour les deux a pris 60 ans. Donc voilà. Il ne reste plus que de l'amour maintenant. L'Algérie, la France, on sait qu'il y a eu un amour, un mariage forcé, un divorce douloureux et, qu'on veuille ou pas, une recomposition de cette histoire. Avec la garde des enfants qui s'est fait par moments sur une rime. Voilà, alterné, quoi. La France a une histoire commune avec l'Algérie. Et d'ailleurs, nous sommes les enfants du divorce, très clairement. Très honnêtement, je n'ai que l'histoire que ma mère m'a racontée, puisque forcément je n'y étais pas. Mais il y a deux choses. La première, la colonie a apporté quand même des choses aux autochtones, en termes, on va dire, de niveau de vie, de gestion, des infrastructures, d'écoles, etc. Mais elle a apporté aussi des choses qui n'ont pas été bienveillantes quand les autochtones étaient eux-mêmes considérés comme des esclaves et des étrangers dans leur propre pays, qu'on leur a conquis un peu par la force. Et ça, ma mère, quand elle me le raconte, c'était quand même douloureux, même si ça a duré quand même un siècle passé. Je crois que c'est mon beau-frère qui nous a trouvé des places sur un bateau, une espèce de bateau bananier, tu vois, qui transportait des fruits, ce genre de choses. On était sur le pont, dans des chaises longues, on se gelait, on mangeait des bouts de pain un peu bien mous, là, tu vois, le truc, on avait mal aux dents, c'est mon souvenir, ça, hein, tu vois, j'avais mal aux dents. Ceux qui restent, quoi. Ceux qui restent. Et on est arrivé à Marseille. À Marseille, bon, on avait bien une tante, mais on ne savait pas trop où elle était. On est né pendant la guerre, il y avait la guerre d'Algérie, donc c'était dans les bidonvilles. À l'indépendance, donc même bien avant l'indépendance, on a commencé un petit peu à nous sortir des bidonvilles pour nous mettre dans des cités provisoires. Avant, ici, c'était que des terres agricoles, c'était des fermes. On allait chercher le lait à la ferme, il y avait des chevaux, il y avait des cochons, il y avait un peu de tout. Mais... Tu en as mangé à cette époque? Oh putain, que le bon Dieu me pardonne. Je dis heureusement qu'on a arrêté d'en manger, moi et des amis à moi, parce que je crois que sinon on aurait fait l'extinction de la race des cochons. Moi je ne suis pas né à Marseille, je suis arrivé ici, j'avais 3 ans, donc c'est quasiment né. On va dire que c'est une gestation un peu plus longue que mon frère. Et mes parents, donc, on a habité dans les premières cités qui étaient fabriquées pour les rapatriés d'Algérie. Donc on est arrivé avec les Juifs tunisiens, les Harkis, des Algériens français, des Pieds Noirs, des Portugais, on se demande ce qu'ils foutaient là, des Italiens, beaucoup d'Arméniens dans le quartier. On peut dire que c'était l'Europe méditerranéenne. C'est ça. Caïs, je suis née à Caïs dans les Aurès. Des souvenirs de maisons en chaume, je dis chaume, mais je ne sais pas si c'est de la tourbe ou de la chaume, qui s'effondre. Et puis j'ai beaucoup de souvenirs du bateau, surtout. Ça a été un de mes grands souvenirs, c'est le bateau. Est-ce que le bateau symbolise aussi, souvent on entend parler des Pieds Noirs, ben justement d'une transition et aussi d'une thérapie? Non, j'étais trop petite pour penser à ça. Moi, le souvenir que j'ai, c'est diarrhée, vomissement et de langue. J'entendais parler de l'arabe. Je n'étais pas arabe, je ne suis pas née arabe, je suis berbère. Et donc du haut de mes 5-6 ans, pour moi c'était un changement de planète. Et ceux qui nous ont reçus, qui nous ont accueillis, c'était des Italiens. Je ne sais pas d'où ils étaient. Hein. Aveden, c'était Aveden dans le Vaucluse. C'était une partie de la famille lointaine, je ne sais pas. Et puis tu sais, j'étais une maigreur, alors je devais peser 45 kilos, je ne mangeais pas. Fétiche. Voilà, je ne mangeais pas, je me demande même si je n'étais pas anorexique, moi, tu vois. Bon an, mal an, j'ai pris 4 kilos, tu vois, d'entrée. Ça fait du bien, quoi. Ça m'a fait démarrer, bref. Et quand je suis rentrée, j'étais inscrite au lycée Longchamp. Quand tu arrives, tu vas vivre où? Dans les baraques. Parce que c'est quoi les baraques? Les baraques, c'est... Alors les Français disaient le bidonville, mais nos vieux disaient le barak, les baraques au pluriel. Et donc là, pareil, le bidonville de Picon-Busserine. Et là, pareil, je ne comprenais que mes parents, ma famille, puisque quasiment tout le monde parlait en arabe, quoi. Donc j'ai été coupée de... Ta langue maternelle?
que je ne pouvais parler qu'à l'intérieur. À l'extérieur, j'étais muette. Donc j'ai dû, en l'espace d'1 an, puisqu'on m'a mise à l'école, apprendre et le français et l'arabe. J'ai essayé de comprendre qui j'étais. Ma mère s'entendait bien avec les voisines, forcément. Elle est arrivée en France à 17 ans, donc elle connaissait. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et je me suis dit, tiens, si ma mère se sent si bien là-dedans, ben, c'est que c'est facile. Donc tout de suite, je suis devenu un peu juif, un peu ceci, un peu cela. Je suis devenu ce que cette ville est, en fait. Le modèle méditerranéen fait que de toute façon, dans tous les pays méditerranéens, il y a une différence très nette et très visible entre les femmes et les hommes. Dans les baraques, c'était très visible parce que les garçons étaient dehors et nous dedans. Mon père est arrivé ici en 61, avant la fin du conflit en Algérie. Il ne travaillait pas très loin d'ailleurs, à l'école, à la Générale Sucrière sur la rue de Lyon, comme quoi dans la vie, parfois il y a des signes. Il habitait au 315 rue de Lyon. Les premières années, il s'est installé, puisqu'à l'époque ça se faisait comme ça, on s'est installé, on trouvait un logement, on trouvait un travail, puis après on faisait venir la famille. Et ma mère est arrivée avec mes 2 frères aînés en 64. J'ai compris ce que c'était que les larmes de chacun. J'ai compris les larmes des Pieds-Noirs, mais j'ai aussi d'un coup après compris les larmes des Harkis et des Algériens. Et après la colère de certains, la colère malheureuse, des mauvaises colères parfois, comme ma grand-mère plus tard qui était devenue raciste. Un bidonville, c'est un lieu clos. C'est un lieu de l'entre-soi total où personne ne vient. Où le médecin vient à la limite quand c'est très grave. Et donc ça a duré comme ça jusqu'en 69. Et en 69 sont venus des gendarmes, comme on voit à la télé avec le képi, un seau à la main, un gros pinceau, et ils ont mis des numéros sur les portes. Et là, en écoutant les vieux, j'ai compris qu'on allait nous faire partir. Moi, je me suis enrichi, mais quand je dis bien enrichi, sur cette diversité culturelle et culturelle que nous avions dans le quartier. C'était magnifique. On vivait avec les Gitans, les Italiens, des Corses, et où il y avait un respect qui unissait tout cela. C'était le respect qui arrivait à rassembler tout cela. Et pour moi, on appelait la paternelle l'école de la vie. Moi, je suis un petit-fils de ça, donc un enfant de ça, donc en fait, j'ai pu servir de tampon. Et du coup, c'est une position qui est assez agréable. Trait d'union, c'est pas mal. Un trait d'union, j'aime bien, ouais. Je me sens française à part entière. Je suis née à Marseille, à la Belle de Mai. Tout le monde, 80% des Marseillais sont nés à la Belle de Mai. Et je me sens complètement française. Et à côté de ça, je me sens aussi algérienne parce que c'est l'histoire de mes parents. C'est aussi une culture que mes parents ont cultivée. Je veux dire, il y a eu cette transmission de mémoire qui était aussi, et tu le sais très bien, une transmission qui est essentiellement orale. Mes parents sont espagnols, enfin mon père et ma mère, mais moi et ma soeur Sylvie et moi, on a demandé à avoir la nationalité espagnole. Quand on est gamin, nous, Algérie, quand on parle d'Algérie, dans nos représentations au sein même de nos familles, c'est un mot qui fait peur chez nous. Par exemple, je t'évoque ça, pour les enfants, faire l'armée en Algérie. Ah oui, oui. Pour une femme, si elle fume une cigarette... Tu vas finir en Algérie. Donc, et on appelait ça, je t'amène et je te déchire la carte résidence. Tout à fait, tout à fait. En même temps aussi, il y avait un troisième cliché, quand tu arrives, tu es totalement dépaysé, tu sais que c'est pas ton pays, quoi. Oui, complètement. Voilà. Et donc, en grandissant, on grandit aussi avec toute une représentation aussi qui a été cultivée chez nous. Ah, complètement. Ça a été plus que cultivé, ça a été... entretenu. Ça a été entretenu, ça a été nourri, Et puis on a vécu, on a grandi aussi avec cette double culture, contrairement à d'autres immigrations, d'autres vagues d'immigration où très clairement il n'y a pas eu, on n'a pas cultivé cette double culture. Nous l'avons cultivée. En 1981, François Mitterrand, président de la République, ouvre une nouvelle page dans la relation franco-algérienne. La nationalité française, par le droit du sol, est reconnue pour les enfants des ex-colonies. L'accord franco-algérien du 11 octobre 1983 octroie la double nationalité à ceux qui en font la demande. Les jeunes hommes peuvent choisir de faire leur service militaire, soit en France, soit en Algérie. J'ai aucun souci avec la nationalité française, ni avec la nationalité algérienne. Moi, j'ai les deux. Oui. Mais j'ai la deuxième, et j'ai la nationalité algérienne beaucoup plus tard que la nationalité française. D'abord, c'est français. Mais à force d'être un peu
hors la loi, parce que pour aller au service militaire en France, tu vois. Mais j'avais pas de papier, j'avais pas de carte d'identité, je me promenais avec carte d'étudiant, tu vois. Il y avait les gendarmes qui venaient tous les 3 mois à la maison, quand à l'appel les classes, j'étais obligé de faire les 3 jours, et ils venaient d'apporter le truc à mon père. Bon, il n'habite pas ici. Mais comme on avait le respect du père, le jour où est venue la gendarmerie, il m'a dit voilà, vous faites la gendarmerie française, parce que c'est ce qu'ils te demandent, ou vous faites votre service militaire en France ou en Algérie. Et moi, j'ai dit, bon, je cherche à réfléchir. Mon père, il lui a dit non, il lui a dit l'Algérie. C'est-à-dire, et le gendarme, il lui a dit, monsieur, votre fils est major, c'est lui qui décide. Il m'a dit, non, le major, c'est moi. T'es signe, il m'a dit, signe l'Algérie. Il m'a fait signer, il m'a envoyé, quand j'étais là-bas, je l'ai haï. La découverte du consulat algérien. Écoute, le consulat d'Algérie, quand on l'avait découvert à l'époque... Les années 60 jusqu'à maintenant, après une évolution, mais sincèrement, de toi à moi. Au départ, pour nous, quand tu allais au consulat d'Algérie, c'est comme si tu allais, c'était quelque chose pour nous. D'ailleurs, je vais t'arrêter. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Tu peux te présenter? Alors moi, je suis Hayet, 53 ans, d'origine algérienne, de père et de mère. Comme ça, Tout à fait. Et effectivement, moi j'ai grandi dans la région parisienne, mais tout ce qui me dit, que ce soit les bidonvilles, même si je ne les ai pas connus, ils ont été. Et quand tu évoques le consulat, oui, c'était une catastrophe. Nous, c'était le consulat de Vitry, parce que moi j'étais du quartier d'Alfortville. On vivait de la même façon. Ce que dit Kader, c'est exactement ce qu'on vivait, les Gitans, les Italiens, il y avait de tout. Et le consulat, c'était une catastrophe. Quand on allait au consulat, c'était juste la misère. Faut être honnête, c'était flippant. Il fallait arriver le matin à 5 h pour repartir à je ne sais pas quelle heure. Si tu avais le droit de passer, si tu pouvais passer. Tu avais le passe-droit? Alors après, il y avait encore le Mahlifa, ce qu'on appelait le Mahlifa, si on connaissait quelqu'un. C'est la connaissance. C'était... le bras. Le bras long, quoi. C'était, on connaissait quelqu'un qui pouvait... Qui allait nous permettre, mais bon, dans ces temps-là, nous, on n'avait pas forcément de Mahlifa, donc on attendait comme tout le monde, et voilà, et on devait subir. Donc aller au consulat, c'était une vraie épreuve. En 1973, avec la crise pétrolière, la France tourne la page des 30 glorieuses. Les 50 piteuses s'annoncent. Le 14 décembre 1973, le consulat d'Algérie à Marseille est frappé par un attentat qui fait 4 morts et 22 blessés. L'attentat est revendiqué par l'organisation terroriste d'extrême droite, le groupe Charles Martel. Cette année-là, les premières politiques de la ville voient le jour. Elles ciblent les grands ensembles nés dans les années 60 et leur population. Le président Valéry Giscard d'Estaing promulgue une loi pour favoriser le retour des immigrés dans leur pays d'origine. C'est la fameuse prime « Prends 10 000 balles et casse-toi ». L'objectif est de déporter 500 000 Algériens. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre justement ce combat que mène le Parti communiste avec son projet et ses aspirations et ce qui se passait en Algérie avant l'indépendance? C'était les mêmes raisons. Ils ne voulaient pas l'indépendance, les Algériens. Ils voulaient juste une évolution. Ils voulaient vivre comme tous les autres Français de l'époque. Avoir les mêmes droits. Avoir les mêmes droits. C'était le réel combat, ça. Et j'ai épousé une cause. À l'époque, c'était comme ça. On épousait, c'est la vérité. Même maintenant, ça dure. J'ai toujours épousé la cause palestinienne. À l'époque, on manifestait pour les Palestiniens. Et on a toujours manifesté pour les Palestiniens. Mais derrière Palestiniens, c'était quoi? C'était l'émancipation d'un peuple, la liberté d'un peuple? Oui, la liberté d'un peuple qu'on opprimait, qui avait le droit de vivre, qui avait... Voilà. Ce combat-là, c'est le même. Parce que c'était les ouvriers qui partaient au chômage, les trucs, ils étaient de toutes les couleurs. Un nouveau paradigme s'inscrit dans les esprits. C'est celui de la coalition des 4 I. Immigration, islam, insécurité et identité. Cet amalgame ne cesse pas de se renforcer. L'organisation politico-militaire OAS, créée en 1961 pour maintenir la présence française en Algérie par tous les moyens, est responsable d'au moins 2200 morts en Algérie et de 71 morts et 394 blessés en France jusqu'en 1993.
J'ai obtenu l'accord de mes parents pour continuer après le bac. J'étais sûre de l'avoir. Donc en janvier, tu t'inscris, tu fais les papiers, c'était bon. Et en février, j'ai eu la cassure de ma vie, quoi, ce qui a fondé tout le reste après, en détruisant beaucoup de choses au passage. Mon frère a été assassiné à la Busserine par un voisin, ce qu'on appellerait aujourd'hui. À l'époque, on les appelait les tontons flingueurs, aujourd'hui on dirait un facho. Les barbouzes, tout ça là. Un mec qui faisait du stand de tir et qui n'aimait pas les Arabes, quoi, aussi con et aussi bête que ça. Et donc là, à partir de là, ça a été autre chose dans ma vie. Mais ma vie militante a commencé avant. Et donc ça devait partir des Flamands, mais la veille, encore un meurtre au Caillol. C'est comme ça que la marche est partie. C'est déplacé. C'est déplacé, voilà. La marche, pour moi, c'était pour moi non pas un aboutissement, parce qu'avant ça, il y a eu beaucoup d'actions militantes dont on parle un peu. Il y a eu les expulsions, puisque nous étions tous algériens, et qu'on oublie qu'à cette époque, manifester, c'était dangereux, mais on l'a fait. Nous étions nombreux à le faire. À l'époque, tous les 3 mois, on avait une carte de résidence, il fallait à la maison de l'étranger. C'est-à-dire que même si tu l'oublies, on te le rappelait que tu étais un étranger. Si tu perdais ta carte de résidence, c'est comme si tu étais mort administrativement. La peur du flic, la peur de Est-ce que tu peux dire qu'à un moment donné, l'intimidation administrative par rapport au papier, a justement rendu parano, même schizo, toutes les familles par rapport à cette puissance? C'était pas de l'intimidation, c'était une gestion par la terreur. C'est au-delà de l'intimidation, c'était la gestion par la terreur. Il te manquait un papier, c'était toute la famille qui tremblait. Parce que tu risquais l'expulsion. Tu risquais pas, ouais, il va falloir que j'aille faire une photocopie. Non, c'était pas ça. Tu allais chez les flics pour faire tes papiers. Mon frère, lui, il avait fait le choix inverse de moi, c'est-à-dire que... Dans la famille, il y avait déjà... oui, un peu plus jeune que moi, il a passé sa licence, ou sa maîtrise, je ne sais plus à l'époque, et le lendemain de la fin des trucs, il s'est marié, et le lendemain de son mariage, il a pris le bateau, il est allé en Algérie. Ton père était content? Ah il était très heureux. Ouais. Il avait tout compris, quoi. C'est ça, mon fils, quoi. Ouais. C'est ton côté algérien. Et donc, du coup, ça l'avait vraiment fait un très très grand plaisir. Mais après, et pendant... Donc mon frère, il est resté presque 15-17 ans là-bas, et donc il est tombé sur la mauvaise période. Comme on ne se refait pas, il est militant communiste ici, il était militant communiste là-bas, et ça ne s'est pas très bien passé. Durant le mois d'octobre 1988, des émeutes éclatent en Algérie pour protester contre l'immobilisme du parti et du gouvernement. L'état de siège est déclaré. Le mouvement finit par se faire récupérer par plusieurs imams. Le vent du sirocco commence à souffler la destruction. C'est le fils qui a commencé. Le FLN, avant lui, c'était les répressions, la dictature, ceci, cela. Mais on pouvait aller, il y a des bars, entre un bar et 2 bars. Je dis bien, hein. Il y avait tout en Algérie. Tu peux aller boire, personne ne te dit tu bois ou tu peux aller à la mosquée. Quand le fils est arrivé, avec les gens, quand la crise a commencé, et l'injustice, c'est-à-dire pendant le fils... Oui, l'injustice... À quel moment ça a commencé les émeutes, voilà. Jusqu'à ce qu'à la fin, il était poursuivi, sa famille, lui, il a manqué à mourir. Donc, il est rentré en France, et donc il a fui le... GIA et compagnie, là, fils. Et il se retrouve en France, nu et cru, et on était obligé de recommencer tout. Il était prof là-bas. On sentait une dizaine derrière nous, armés jusqu'aux dents, cagoulés. Je fais comme ça, je me dis reste comme tu es. Ils nous connaissent, ils savaient que c'était la presse. Ça va le travail? J'étais blanc, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas. Ça va votre boulot, ça va ceci, ça va cela.
Tourne-toi, toi, moi j'étais Rasta, d'ailleurs je te montre les photos, le Rasta. Tourne-toi, Bob Marley, ah c'est toi qui chantes à la télé. Il me dit, je ressemblais à un chanteur. Donc je ne pouvais pas parler. De 1989 à 1991, l'État algérien est en guerre contre le FIS, le Front islamique du salut. Entre 200 000 et 400 000 Algériens sont tués. De l'Algérie, j'arrive ici. Déjà en Algérie, quand on entendait parler de Marseille, on dit non, non, c'est pas la peine d'aller visiter Marseille. Tu vas là-bas, tu entends ah, nana, ah, les fléaux en arabe, tout est en arabe. La majorité des Algériens, ils fuyaient Marseille. Ils allaient plus à Paris, ils disent on va en France, Paris. Lui, il est arrivé à Marseille en octobre 1994 et moi, je suis arrivée à Marseille en mars 1994. Oui, moi, tu sais, j'étais du cirque, je vivais à roulotte à cheval, j'étais trapéziste dans un cirque et je voyageais, quoi. Et après, je suis arrivée à Marseille. Et je commence à rencontrer, en fait, j'ai rencontré les cinéastes algériens. Quand tu arrives ici, là, par contre, tu te retrouves dans d'autres conditions. Est-ce que, aussi, c'est l'occasion pour toi, avec Dominique, de pouvoir aussi exprimer ta liberté? C'est pire encore. J'ai enlevé ma veste, j'ai enlevé tout ce qui me gênait et j'ai remis un autre costume. C'est-à-dire je voulais me débarrasser, mais garder quand même un œil. C'est-à-dire lire les journaux, faire des émissions sur l'Algérie, essayer de comprendre avec l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire, la vraie histoire, donner la parole aux gens. C'était en juin 1994, je crois. Et ils me racontent qu'ils ont fui les islamistes, enfin qu'ils ont fui voilà, le terrorisme. Ils me racontent. Je me dis, et puis il y avait des journaux algériens à l'époque. Il y avait El Moudjahid, le journal d'État, il y avait El Watan, il y avait Liberté, il y avait Le Matin qui était un journal magnifique avec Saïd Mekbel. Et je prends une petite émission à Radio Galère, comme ça, une petite émission. Je l'ai fait 2 fois ou 3 fois. Et je racontais aux Algériens. Et je trouvais ça étrange, tout ce que je disais dans le journal, parce qu'il y avait beaucoup de gens du peuple qui mouraient. Et après, moi, j'ai dit, bon, ben, maintenant que vous êtes là, c'est vous qui allez faire les émissions de radio, quoi, parce que c'est normal que ce soit vous, quoi, moi. L'addition de la peine, de la joie, de la douleur, de la haine et des séparations nous ont éloignés du partage et du récit. Revenir à cette histoire vécue, c'est lier la première, la deuxième et la troisième génération avec leur avenir. L'Algérie, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à chez nous. Je dis chez nous ici, hein, là, la proximité. Une fois, j'ai voulu y aller. Et oui, et il y avait un psychiatre qui m'avait tout préparé, Bouchefra. Bouchefra, oui. Oui, et il m'avait pris le billet, un taxi, il avait commandé un taxi, je pouvais partir et tout. Mais c'est tombé dans une période un peu sombre. Oui, quand la période du fils, hein, tout ça. Oui, alors tout le monde était là, oui, ils vont t'enlever, tout ça. Du coup, tout est tombé à l'eau. Bon, ma sœur et moi, on avait envie d'y retourner au moins une fois, une petite semaine, comme ça. On n'était pas prêts à aller en Algérie ou à retourner au pays. Mais par contre, moi, ce que je remarquais quand on y allait en vacances, par contre, j'avais la chance d'avoir des parents qui nous amenaient vraiment vadrouiller pendant 3 mois. On ne restait pas à un endroit, au village où on ne faisait rien. Et quel endroit tu veux? On allait Constantine, Alger, Bidjaya, Oran. Mes parents nous amenaient partout, on avait de la famille un peu partout, donc on avait cette chance. Tu arrives dans ce pays et tu te dis je viens de là, quoi. Déjà c'est le premier truc, tu te dis je viens de là. Voilà, c'est la racine. Ça se ressent, enfin, c'est un truc de fou d'ailleurs. Hein. C'est dans l'invisible. Voilà. Et puis là tu rencontres tes ancêtres qui sont morts. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré, j'ai fait la connaissance de mon grand-père, ma grand-mère, maison au cimetière, quoi. Ça aussi c'est lourd. Tu vois, par exemple, mes parents, je suis retourné en Algérie avec eux parce que dans le cadre du projet des Orientales, j'ai fait une tournée en Algérie. Et j'ai invité mes parents, je demandais à mes parents de venir, et notamment ma mère. Et ma mère... Et la réaction? Ma mère, on aurait dit qu'elle avait pris des extasies, elle était dans un état de lévitation, elle était super joyeuse, machin. Et ma mère est rentrée directement, c'est-à-dire elle n'a pas tapé...
pour rentrer dans sa maison. Elle est rentrée. Elle n'a même pas tapé. Et les gens n'ont pas trouvé ça. Les gens, je veux dire, ici, on va te dire, oh, mais attends, il faut taper. Les gens, au contraire, ils ont trouvé ça très marrant. Et ma mère a retrouvé une copine d'enfance et puis des voisins de leur quartier. Quand j'y suis allée, en plus j'y suis allée avec ma voiture, alors en 92, une femme qui conduit en Algérie, enfin, on ne peut pas s'imaginer, mais j'étais un ovni quoi. Hein. Oui, il y avait les minots qui disaient mais c'est pas possible, non, alors je te jure sur la tombe de ma grand-mère, de mon grand-père, c'est bien une femme qui conduit, pour eux c'était quelque chose de... Voilà. Donc c'était rare. C'était très 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 rare. Caïs, c'est ma ville natale. Quand je vais en Algérie, je ne vais pas à Caïs. Ce pays que les Pieds-Noirs connaissent par cœur, nous ne le connaissons pas, nous. On ne connaît pas. En général, tes parents ils t'amènent dans nos villages, tu y passes 2 mois et tu reviens. C'est ça, être allé en Algérie. Ça, c'est le drame de la diaspora. Et moi, depuis 2004, j'ai refusé cette espèce de destin qui est tu vas à ton village et tu reviens. Donc moi, l'Algérie, quand j'y vais, je suis à Alger, je suis à Oran, je suis à Constantine, je suis à Tlemcen, je suis à Annaba, je suis partout. Parce que j'ai soif de connaître ce pays. Cette culture de ce qu'on appelle la convivience, la convivience, c'est vivre ensemble. En espagnol. En espagnol. Ici, c'est la convivialité. Voilà, la convivialité, c'est plus se boire des coups ensemble. Et convivience, c'est aussi le vivre ensemble. C'est-à-dire sans que... Convivience, c'est faire de la musique ensemble, c'est pleurer ensemble, c'est vibrer ensemble. Voilà. Je sais qu'en Algérie, quand on joue du flamenco, ils sont hyper sensibles à ça. Très, très sensibles. Au contraire, et de l'autre côté, en Espagne, en Espagne, ils sont complètement, quand je te dis fascinés, mais fascinés. La cuisine, c'est ça fait arrêter les larmes, ça apaise. Ça console. Ouais, ça console. Nombre de fois où t'en peux plus, t'as faim, où t'es fatigué, où t'as envie de pleurer, et puis bon, tu t'assois à table, et puis tes parents, ils sont crevés, ou des fois ils n'ont pas de boulot, mais il n'y a pas grand-chose, mais la façon dont c'est fait, ça suffit que pendant ce temps qu'une assiette refroidisse, qu'elle soit engloutie, pendant ce temps-là, la terre s'est calmée. Pendant ce temps-là, on est bien. Culinairement, qu'est-ce qui t'évoque? Quand tu penses kabyle, tu penses à quoi? Algérien? Tazbant. Tazbant, c'est quoi? Alors c'est un plat kabyle, en fait, c'est des boulettes de semoule, qui sont donc en sauce avec de la menthe, de la coriandre, de la tomate, que je ne saurais absolument pas faire, mais que je vais manger chez ma mère avec un grand plaisir. Et là, c'est la Madeleine de Proust chez toi. C'est ça? Ah oui, exactement. C'est mon souvenir voilà, qui me réchauffe. Et moi, alors, je ne sais pas si c'est Marseillais, la vraie question, tu vois, c'est l'aïoli. Moi, l'aïoli, c'est provençal. Voilà, c'est provençal, parce que moi, la bouillabaisse, c'est pas trop bon. Là aussi, ça te fait le... Ah ouais, ça, tu peux pas t'imaginer. D'ailleurs, quand mon fils... D'ailleurs, c'est pas... C'est un truc qui est très significatif. Quand mon fils, qui est parisien maintenant depuis 5 ou 6 ans, descend à Marseille, quand c'est un court séjour, il vient le week-end, généralement, c'est Tazbant et l'aïoli. Moi, j'ai eu des voisins, une famille turque, qui m'ont gonflé pendant des mois et des mois, tellement qu'ils mettaient comme ils étaient bruyants. Mais tard, j'arrivais pas des fois à me reposer tôt, je me réveillais tôt. Mais à chaque fois, j'avais droit à mon assiette de couscous ou mon assiette de pois chiches. C'est une manière de dire, voilà, je t'aime. Et donc, à chaque fois, ma colère... Moi, j'aime faire la cuisine, j'adore ça. Je crois que beaucoup de Méditerranéens, en grandissant... Et moi, j'ai récupéré des recettes. Nous, chez nous, les hommes, ils partaient travailler au champ. Comme tous les hommes méditerranéens. Ils faisaient à manger. Parce que quand ils partaient, ils portaient avec eux. Ils faisaient de la paella, ils amenaient des trucs, ils faisaient à manger. Et donc il s'est développé des recettes qui sont un mélange de plusieurs trucs. Par exemple, chez nous, on fait le couscous, mais à la frita. Donc c'est le couscous plus la frita qui est andalouse. Voilà. Voilà. Et on a mélangé les deux. Marseille intègre depuis toujours le métissage des sangs mêlés à celui des nouveaux arrivants. Sa cuisine, sa musique, sa tchatch concoctent la véritable bouillabaisse, celle qui réjouit les sens entre Orient et Occident et célèbre la rencontre au cœur de l'universel. Je peux siffler pour leur dire d'arrêter? Ouais, mais l'humanité, Benoît. Donc j'ai un petit garçon qui va avoir 12 ans, qui s'appelle Mathis, donc qui est
issu d'un métissage, si l'on souhaite le dire comme ça. Son papa donc est français. Bien que si on remonte dans les origines de son papa, on a des gens qui viennent de Chypre, des gens qui viennent sans doute de Mongolie, donc voilà, qui sont finalement sur des générations pas issues de France. Moi, ma femme est pied noir. Elle est née à Alger, et moi je suis algérien, je suis né à Marseille. Donc voilà, donc elle est chrétienne. Je suis musulman. C'est l'histoire de la relation. Oui, justement, mais voilà, complètement. Donc, il y a vraiment le trait d'union. Moi, j'ai épousé une belle Marseillaise. Marseillaise. Ah ouais. Alors en plus. Après, c'est ça comme quand on dit pied elle noir. Elle est un peu du centre-ville. Voilà, quand on dit Marseillaise, c'est comme on dit pied noir, mais doux. Eh bien, je te dis, du centre-ville. Mais Marseillaise. Marseillaise. Pas provençale. Par son père. Ah, par sa mère, elle est provençale, par contre. Il en a 3. Mathis, donc qui est son prénom usuel. Moussa, comme mon père, et Alain, comme son autre papy. Mes petits-enfants aujourd'hui. Tu as des petits-enfants. Des grands-parents chinois, de Hong Kong, de Hawaï. C'est un gars qui disait en Algérie, il s'appelle Mohanshu. Mon fils s'appelle Mohanshu. Voilà, tu vois. Et donc là, ça te fait rire, tu vois. Moi, il s'appelle Kian. Non, Kian, parce qu'il a 2 prénoms. Kian Mehdi Chang. Oui, Gasmi. J'ai eu 2 enfants, 81, ma fille, et 85, ouais. Mais, ma fille et puis après mon garçon. Après les années s'accélèrent quand il y a les enfants, non? Et c'est surtout qu'après tu as les petits-enfants. J'ai vu des fachos qui étaient dans une classe quand ils tenaient le bureau de vote, qui disaient regardez, c'est Sarah, c'est machin. J'ai dit dites-moi, voilà, c'est ma petite fille, hein, elle s'appelle Inès. Comment vous pouvez faire la part des choses? Qu'est-ce que c'est? Vous allez lui enlever un bout de doigt, un bout de... Hein? Aïma, tu vas enlever quoi? Hein? Tu vas la diviser? Comment tu vas faire pour la diviser? Pour prendre ce qui est bon d'après toi, ce qui n'est pas bon? Moi, je ne sais pas. Que toi aussi, Marseille, dans ce qu'elle est, offre aussi ses propositions. Pas toujours. Tu partages? Pas toujours, alors que par définition, elle devrait être une ville cosmopolite. Hein. Elle est? Oui, elle l'est, mais pas toujours dans les faits. Avec le frein à main? Voilà, avec le frein à main, exactement, avec le frein à main. J'ai trouvé la ville, j'ai dit, je suis content, elle m'a adopté, je l'ai adopté, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de communautés. Tu viens de le dire, Ali. Il y a les Italiens qui se comportent comme les Italiens, les Arméniens comme les Arméniens, je ne vais pas encore citer les Juifs comme les Juifs, les Algériens comme les Algériens. Chacun fonctionne avec son code. Moi, la France, quand je parle d'elle, j'arriverai à dire des poésies. Comme le pied noir, quand il va te parler de l'Algérie, quand il va te parler de l'Algérie, du soleil d'Algérie, c'est de la poésie. Il y a cet amour qui existe. Mais bon sang de bon sang, ne laissons pas les gens, de toute façon c'est anticonstitutionnel et c'est même c'est anti-loi, quoi. C'est hors la loi d'essayer de monter les uns contre les autres. Marseille, c'est un résumé de tout ça et c'est un avenir. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre constamment dans le passé et dans ce que ça aurait pu être ou pas être. Le passé est mort et cet avenir, il est là dans une histoire et un présent et un futur qui est remélangé, reconsidéré. C'est vraiment sincère. C'est-à-dire, je suis Marseillais, c'est parce que c'est une manière de représenter quelque chose. C'est une manière aussi d'y arriver. Parce que ici, quand tu dis que tu n'es pas Marseillais, au départ, quand tu n'es pas né à Marseille, tout le monde va te prendre la tête pendant des plombes. Donc en fait, déjà, le rejet, tu l'as tout le temps. Tu es tout le temps. Il y a toujours cette dualité qu'on dit entre le rejet et l'acceptation. Les Espagnols, c'est l'authenticité, l'authentique. Et du coup, et à la fin, quand tu arrives à dire ben, je suis Marseillais, c'est. Il y a quand même. Ça y est. Donc du coup, après, ben, tu ne vas pas t'amuser à garder ça pour toi. Tu vas le faire voyager, cette expression, tu vas la transmettre et tu vas la donner aux gens parce qu'à chaque fois, tu auras une réaction face à ça. Donc une manière de t'expliquer, une manière de raconter des histoires, une manière aussi de dire pourquoi tu dis ça, donc une manière de rencontrer l'autre. Tu dis jamais je suis Marseillais pour clore une discussion. Ah, c'est ça commence, c'est l'ouverture. C'est pas le départ. Je suis Marseillais et maintenant c'est parti, on va se rencontrer. Par exemple, je pars en voyage et on me dit voilà, you're from, et je dis from Marseille, et là on me dit ah, Chicago. Je bondis. C'est-à-dire attaquer ma ville, c'est niette.
c'est ma ville, c'est ma ville. C'est celle qui m'a accueillie, c'est celle qui m'a nourrie, c'est celle qui me berce. Moi, je suis une méditerranéenne brute de décoffrage. Oh, moi, je dis toujours, c'est le plus beau lit nuptial du monde, la Méditerranée. Hein. Marseille, c'est ma patrie, d'ailleurs, je me sens de là. Voilà, je me sens de là, c'est tout. Je ne me pose pas plus de questions parce qu'il y a des choses, comment te dire, il y a des choses qui me conviennent, voilà. Il y a plein de choses qui m'énervent, mais il y a plus de choses qui me conviennent. Ce qui importe, c'est ce qui te convient. Je trouve ça des fois très beau. Être Marseillais, ça veut dire quelque chose pour toi? Ben ouais, c'est être. C'est vrai que c'est un peu galvaudé maintenant, mais c'est quand même un peu la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une vraie envie d'être. Pas une envie, c'est une nécessité fait loi à un moment donné, on dit, de se croiser. À tous les êtres qui embarquent aux quatre coins du monde. À toutes les semences hybrides, fortes de résistance et d'intelligence. À tous ceux-là qui sont les porte-paroles et les traits d'union de l'avenir. À Marseille. Donc voilà, Sonia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux porter un dernier mot sur l'amour de ce trait d'union, Marseille et le reste du monde? Qu'il faut continuer à avoir confiance et foi en l'humanité, à se dire que notre identité est importante, qu'elle fait aussi l'individu qu'on est, donc notre histoire, mais celui qu'on sera demain. Et puis qu'il n'y a que, effectivement, à force de métissage, qu'à un moment ou à un autre, on va arriver à une unité. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère pour l'avenir, pour mon fils, pour les enfants futurs. Et au-delà de mon rôle de maire de secteur, oui, effectivement, voilà, j'aime tout le monde et j'essaie de comprendre tout le monde. Voilà, j'essaie de comprendre tout le monde. J'ai vu le jour à l'abri entre tes bras, mes yeux se sont ouverts et le monde j'ai découvert. Esta pasión mi alma quiere, en la noche no se duerme, abrirán de mi corazón, llorando lágrimas de amor. Esa pasión mi alma quiere, en la noche no se duerme, abrirán de mi corazón, llorando lágrimas de amor. Ça tourne. Mohamed, Oui. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Mohamed, je suis content qu'à 86 ans, Oui. à la fois tu as cette racine algérienne, Oui. cette racine française, Oui. et que la vie continue comme ça. Quoi. Exactement. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Merci pour cette sagesse. De rien. Voilà. Ah ben alors, ça sera la fin du documentaire. Hein.